Le 13 mars 1996, Royce Casey, un adolescent de 17 ans, se rend au commissariat d'Arroyo Grande en Californie. Il s'est récemment converti au christianisme et cela fait peser sur lui une grande culpabilité. Il a vraiment besoin de soulager sa conscience. Car en effet, quelques mois auparavant, il s'est livré à un sacrifice rituel de type satanique en compagnie de 2 amis à lui. Et ceci dans le but de faire plaisir à Satan donc, afin de rendre célèbre leur groupe de death metal. Ça, c'était un avant-goût de l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça s'est passé aux États-Unis dans les années 90 et vous aurez deviné que cette fois encore, ça va avoir un rapport avec le métal et les cultures alternatives ainsi qu'avec le satanisme. Moi, c'est Nelly, je poste ici des vidéos True Crime 2 fois par mois, souvent donc en lien avec les cultures alternatives, mais pas toujours. Si l'ambiance qui règne ici vous plaît, je vous propose de vous abonner et puis pourquoi pas de lâcher le pouce en l'air à l'avance, dès maintenant. Concernant le disclaimer que je vous fais toujours en début de vidéo, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui il n'est pas là pour faire joli parce que l'affaire dont on va parler est particulièrement choquante et afin de vous la transmettre de manière complète, je vais être obligée de mentionner des actes particulièrement vicieux et malsains parmi les pires choses qu'on puisse imaginer. Donc si vous pensez que vous n'allez pas être à l'aise avec ce genre de choses, je vous propose d'aller regarder autre chose. Par contre, les autres, vous allez me suivre parce que juste après le générique, on attaque l'affaire. La famille Paller est composée de David et Lisanne, les parents, qui ont eu ensemble 4 enfants. L'aînée, Elise Marie Paller, est née le 24 avril 1980 et a 2 sœurs, Jenna Lee, Christina, et elle a aussi un frère, Ryan. En 1989, la famille s'installe à Arroyo Grande, dans le comté de San Luis Obispo, en Californie. C'est à 200 km au nord de Los Angeles. C'est une charmante ville côtière, mais il ne faut pas trop se fier aux apparences, parce que dans les années 90, la région connaît une montée des actes de délinquance et des crimes, surtout liés à la présence de gangs dans la région, ainsi qu'au trafic et à la consommation de drogue. Elise est une jeune fille douce et hyper créative, d'ailleurs elle crée elle-même ses propres vêtements. Elle est très proche de ses amis, toujours présente pour eux, hyper à l'écoute et dans l'envie d'aider son prochain. Elle est très belle avec un beau sourire, un rire communicatif et elle a même eu envie à une époque de participer à des concours de beauté. Elle a été élevée dans un environnement stable, assez conservateur. Elle se rend d'ailleurs régulièrement à l'église du quartier et elle est elle-même très pieuse. Elise suit dans un premier temps des cours à domicile donnés par sa mère, puis intègre le lycée public d'Arroyo Grande. En 1995, elle est freshman, ce qui correspond à la seconde chez nous. Elle a de très bons résultats à l'école, elle est très populaire auprès des autres lycéens et elle joue dans l'équipe de soccer de son lycée. Elle traîne en permanence avec ses 2 meilleures amies avec qui elle passe son temps à papoter au sujet des cours et des garçons. D'ailleurs, à ce moment, elles ont toutes les 3 vu récemment Entretien avec un vampire et elles ont un petit crush sur Tom Cruise. Ce sont des jeunes filles charmantes et ordinaires. Mais voilà qu'à l'approche de l'été 1995, Elise va entamer une phase de rébellion assez intense. Elle va se mettre à traîner avec des gens plus vieux qu'elle, commencer à boire, à fumer et même à prendre des drogues. Surtout de la cocaïne, mais aussi des produits hallucinogènes. Sa scolarité va en subir les conséquences, elle va même être suspendue 5 jours pour s'être présentée ivre en cours. Ses parents, David et Lisanne, ne prennent pas à la légère ce brutal changement de comportement et ils vont décider de taper fort du poing sur la table afin de la remettre dans le droit chemin et ils vont carrément la faire interner dans un centre de désintoxication. Là-bas, elle va faire la connaissance de Jacob Delachmuth, un jeune homme de 16 ans en prise avec de très gros problèmes de drogue et de comportement. Ils ont d'ailleurs un temps fréquenté le même lycée, mais il s'en est fait exclure pour possession de drogue. Au bout de quelques semaines dans le centre, Elise va réintégrer sa famille, dont elle est toujours aussi proche, malgré ses récents problèmes, et tout semble rentrer plus ou moins dans l'ordre.
Le soir du 22 juillet 1995, toute la famille Paller est réunie dans le salon autour de la télévision et ils sont en train de regarder un film. Aux alentours de 21h, Elise va recevoir un coup de fil auquel elle préfère répondre en privé, loin de ses parents. Une fois sa conversation terminée, elle revient dans le salon et elle va expliquer à ses parents qu'elle se sent fatiguée et qu'elle préfère aller se coucher. Elle fait alors ce qu'elle fait tous les soirs avant d'aller dormir, elle va vers eux, les embrasse, leur dit qu'elle les aime avant de se retirer dans sa chambre. Il est alors 21h15. Une fois seule dans sa chambre, Elise va rassembler tous ses oreillers et les installer sous sa couette afin d'imiter une forme humaine au cas où quelqu'un jetterait un rapide coup d'œil dans sa chambre et pourrait donc penser qu'elle est bien dans son lit. Ensuite, une fois que toute la famille est couchée, elle quitte discrètement la maison. Vous aurez compris que le coup de fil était en réalité celui d'Amy, qu'Elise a décidé d'aller rejoindre en secret. Ses parents furent extrêmement surpris et surtout très inquiets de trouver sa chambre vide le lendemain matin. Parce que même si Elise traversait une période de rébellion, elle n'avait absolument pas pour l'habitude de s'absenter sans prévenir. Ils ont immédiatement prévenu la police, qui a préféré considérer ça comme une fugue, comme ça arrive souvent malheureusement quand il s'agit d'adolescents. Surtout que des témoins vont dire qu'ils l'ont vue dans les environs, ce qui va accréditer la thèse du départ volontaire. 8 mois plus tard, le 13 mars 1996, un adolescent de 17 ans, Royce Casey, va se rendre au commissariat de police d'Arroyo Grande et faire une confession glaçante. Il explique à la police avoir commis le meurtre d'Elise Paller en compagnie de 2 amis à lui. Joseph Fiorella, 15 ans, et Jacob Delachmuth, 16 ans, l'adolescent qu'Elise avait rencontré en centre de désintoxication. Royce Casey va expliquer qu'il s'est finalement décidé à passer aux aveux suite à sa récente conversion au christianisme qui lui fait éprouver une grande culpabilité et aussi parce qu'il a vu dans la rue une affiche de personnes disparues avec la photo d'Elise Paller qui depuis le hante énormément. Jacob Delachmuth, Joseph Fiorella et Royce Casey sont tous 3 en échec scolaire et à fond dans les drogues et pas seulement de manière récréative. Ils consomment quotidiennement de la meth, de la cocaïne, du speed et sniffent même de la colle. Ils sont tous les 3 de grands amateurs de musique metal, en particulier de death metal et de thrash metal. On m'a fait noter qu'on ne disait pas trash mais thrash, donc j'essaye de bien le dire, notez l'effort. Le death metal a la particularité de traiter de thèmes extrêmement subversifs tels que le meurtre, le viol, la torture, les serial killers et même la nécrophilie et autres trucs malsains. Les 3 adolescents ont même un groupe qui s'appelle Hatred. La musique qu'ils jouent est extrêmement inspirée de leur groupe préféré, Slayer. Oui, certes, Slayer ne fait pas de death metal, mais du thrash, mais il se trouve que le groupe traite de thèmes tout aussi malsains. Hatred, a priori, est un petit groupe qui démarre tout juste, qui n'a même pas encore donné de concert. Les informations étaient très compliquées à recueillir. Il y avait des informations contradictoires et je soupçonne certaines sources de s'être un petit peu embrouillées entre tous les groupes qui s'appellent Hatred. Si vous voyez une vidéo sur ce thème avec une photo du groupe, ce n'est pas le bon groupe, parce qu'il n'y a pas de photo disponible du groupe de Jacob, Joseph et Royce. Sur l'impulsion de Joseph Fiorella, le plus jeune, les 3 garçons vont se mettre à s'intéresser au satanisme. Ils vont se mettre à pratiquer le sacrifice d'animaux, la profanation de tombes et vraiment aller à fond dans le délire satanique, un petit peu guignol de certains métalleux, mais eux vont aller vraiment encore plus loin. Ils ne vont malheureusement pas se contenter d'adopter un look effrayant et de décorer leurs affaires avec des pentagrammes. C'est encore une fois Joseph, le plus jeune, qui un jour, alors qu'ils étaient réunis tous les 3, en train d'écouter Slayer, de fumer des joints et de répéter un petit peu pour leur groupe, qui va leur demander si ça leur dirait pas de sacrifier une vierge pour Satan, afin d'améliorer leur jeu de guitare et de rendre leur groupe connu. Jacob aurait répondu « whatever », genre « pourquoi pas », s'en moquant un peu et pensant que c'était pas sérieux. Mais malgré tout, Jacob Delachmuth va parler à Joseph d'Elise Paller, cette fille qu'il a rencontrée en centre de désintoxication et qui a même fréquenté son lycée, et lui expliquer qu'elle aurait le profil idéal pour être sacrifiée. Elle est belle, elle est blonde et elle est très certainement vierge.
Et surtout, Jacob va expliquer à ses amis qu'Élise Paler a un point faible, quelque chose qu'il pourrait tirer à leur avantage pour l'attirer à eux. Elle aime bien faire la fête, elle aime bien fumer et elle aime bien prendre des drogues. Et du coup, c'est lui, Jacob, qui la connaît déjà et qui se trouve être le plus doué dans les relations sociales, qui va reprendre contact avec Élise et lui proposer de traîner avec lui et ses amis. Assez vite, les 4 jeunes gens vont se retrouver régulièrement pour boire, fumer et prendre des drogues. Élise les considère comme ses amis, ignorant totalement que s'ils ont pris contact avec elle, c'est uniquement dans le but de la tuer. Un jour, alors qu'ils sont partis tous les 4 en balade aux alentours de Nepomo Mesa, c'est un lieu assez escarpé, il y a l'un des garçons qui va simuler une chute dans un ravin et Élise va aller le rejoindre, se pencher vers lui pour lui demander s'il va bien, pour lui proposer son aide. À ce moment-là, un autre des jeunes garçons aurait lancé un couteau à celui qui était en bas dans le ravin avec Élise et lui aurait dit « Do it, fais-le, fais-le ». Mais le mec se serait déballonné, l'aurait pas fait. Ça, c'est la première version. Dans une autre version, les garçons l'auraient carrément poussé dans le ravin, mais quelqu'un serait intervenu pour la sauver. Quoi qu'il en soit, leur première tentative de meurtre sur Élise a échoué, mais ils semblent déterminés. Élise a pensé qu'il s'agissait d'une blague, n'a pas signalé l'incident à qui que ce soit et a continué à les fréquenter. Le soir du 21 juillet 1995, Élise Paler est à une fête chez un ami dans sa maison et elle va tomber sur Jacob de la Schmeut qui va la prendre un petit peu à part et lui dire qu'il a des nouvelles drogues et que ce serait cool de les tester. Il lui propose de les tester avec lui. Et ils conviennent d'un rendez-vous pour le lendemain soir. Le coup de fil qu'Élise a reçu le soir du 22 juillet alors qu'elle regardait la télé dans le salon avec ses parents provenait très certainement de Jacob qui lui confirmait ce rendez-vous et lui donnait un point de rencontre précis, un champ d'eucalyptus situé à 400 mètres de chez elle. C'est alors qu'Élise a fait sa petite mise en scène avec les oreillers dans sa chambre, puis est partie discrètement de chez elle pour aller rejoindre Jacob, Joseph et Royce. Elle serait sortie de chez elle en jogging et pieds nus, donc a priori elle ne comptait pas du tout s'attarder. Une fois arrivés sur place, les 4 jeunes se sont mis à fumer de l'herbe et à profiter de la soirée, jusqu'à un moment où ils lui ont proposé de s'éloigner un petit peu plus dans le champ d'eucalyptus, d'aller dans un endroit un petit peu à l'abri des arbres. Alors qu'ils marchaient au travers du champ d'eucalyptus, Élise était située plutôt à l'avant du groupe et Jacob a retiré la ceinture dépassant de son pantalon et l'a brutalement passée sur le cou d'Élise, par derrière. Il a tenté de l'étrangler comme ça. Mais Royce a attrapé Élise par les bras, l'a balancée au sol et l'y a maintenue, pendant que Joseph a commencé à la poignarder avec un couteau qu'il avait amené. Elle a été poignardée surtout à la gorge à de multiples reprises, au moins 12 fois. Et pendant qu'il s'acharnait sur elle, elle priait et elle appelait sa mère. Mais elle ne mourrait pas assez vite au goût des 3 agresseurs qui se sont alors mis à piétiner sa tête et son cou. L'autopsie va confirmer qu'à ce stade, Élise était toujours en vie. Ils vont l'emmener un petit peu plus loin, dans le champ d'eucalyptus, et là, à tour de rôle, ils vont la violer. Ils nieront toujours les viols, mais il se trouve qu'ils s'en sont vantés auprès d'amis. Joseph aurait même tout avoué à sa mère. Et a priori, ils ne l'ont pas seulement élevé ce soir-là, mais ils sont aussi revenus bien plus tard pour recommencer. Peu de temps après le meurtre, Royce Cassie va s'éloigner de Jacob et Joseph, surtout parce qu'il a trouvé la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez qu'il s'est tourné vers Jésus quand il a réalisé que Tom Araya, le chanteur de Slayer, est chrétien ? C'est en partie grâce à ça qu'il est allé tout avouer à la police le 13 mars 1996. Un peu plus tôt, avant sa conversion au christianisme, Royce Cassie s'est exprimé dans son journal intime. Il a écrit des choses qui peuvent permettre de bien mieux comprendre le passage à l'acte. Je me bats de l'autre côté maintenant, allié avec les âmes sombres. Satan s'est élevé et il va conquérir et régner. La Bible dit qu'à la fin, Lucifer va faire sortir le meilleur de toutes choses, de la musique, de l'amour, du meurtre.
Ce que tous les psychopathes et tueurs en série et violeurs ne savaient pas, c'est qu'il leur aurait suffi de construire un autel de sacrifice, de tuer la personne sur cet autel, puis d'avoir de manière répétée des relations sexuelles avec le corps. Car la viande vierge est le sacrifice ultime. Mais ce n'est pas seulement sa foi nouvelle qui a poussé Royce à tout avouer à la police. En fait, il avait surtout peur que Joseph et Jacob ne le tuent. Il avait de bonnes raisons de penser ça. En effet, il s'était éloigné d'eux, il était maintenant chrétien. Et surtout, Royce savait bien que les deux autres étaient hyper fans de Slayer. Et il se trouve que dans le morceau de Slayer, Die by the Sword, on trouve ces mots. « Si tu tentes de t'échapper de l'emprise de ma main, ta vie cessera d'exister. » Il savait à quel point les deux autres prenaient les paroles de Slayer au pied de la lettre, donc il s'est mis à avoir de sérieuses craintes pour sa vie et a préféré aller tout dire à la police. Royce Casey va mener les enquêteurs au corps partiellement momifié d'Elise Paller, dissimulé dans un bosquet d'eucalyptus à Nipomo Mesa, c'est à 15 km d'Arroyo Grande et c'est seulement à 400 mètres de chez elle. Le corps est tellement abîmé après être resté dans la nature pendant 8 mois que les parents d'Elise vont devoir s'appuyer sur un petit bracelet rouge avec des cœurs qu'elle portait au poignet afin de l'identifier. Suite à la confession de Royce Casey, la police va très rapidement arrêter Joseph Fiorella et Jacob de Lachmuth. Joseph va rapidement reconnaître être la tête pensante du projet, mais il va préciser que les deux autres étaient très motivés également. Il admet aussi avoir donné le premier coup de couteau. Joseph Fiorella, Jacob de Lachmuth et Royce Casey vont tous les trois être condamnés à la prison à vie avec un minimum de 25 ans. Ça veut dire qu'à partir de 25 ans purgés, ils pourront commencer à faire des demandes de remise en liberté conditionnelle, mais elles ne seront évidemment pas automatiquement approuvées. Les charges pour vol ont été, quant à elles, abandonnées, déjà parce qu'il était compliqué de les prouver scientifiquement sur un corps aussi abîmé, mais aussi parce que les trois se sont engagés à plaider no contest pour meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec préméditation. Le plaidoyer no contest aux États-Unis, nous on l'a pas, c'est pour ça que je vous explique vite fait ce que c'est. Ça équivaut en fait à plaider coupable, mais sans reconnaître explicitement sa culpabilité, sans vraiment s'expliquer. En gros, vous acceptez la condamnation, mais vous donnez pas vraiment de détails, vous vous expliquez pas. Une grande partie de la défense des trois adolescents a consisté à expliquer qu'ils ont agi sous l'influence des paroles du groupe Slayer. Que sans ça, ils n'auraient jamais commis ces atrocités, qu'ils ne seraient jamais passés à l'acte. Le morceau de Slayer, Altar of Sacrifice, est considéré comme celui qui leur aurait donné l'idée de pratiquer un rituel satanique pour Satan, afin de rencontrer le succès avec leur groupe de musique, sacrifice dont Elise Paller aurait été l'offrande idéale puisqu'elle était jeune, belle et vierge. La chanson commence en effet sur ces mots « Attendant l'heure, destinée à mourir, là sur la table de l'enfer, une silhouette en blanc inconnue de l'homme, approchant de l'autel de la mort, le grand prêtre qui attend la dague en main, répandant le sang pur de la Vierge, mort cérémonieuse, répond à tous ses commandements. » Les profanations sur le corps de la jeune fille auraient été, quant à elles, inspirées par le morceau de Slayer, Nécrophiliaque, qui contient les paroles suivantes. « Une envie impérieuse monte, celle de festoyer avec le sang glacé à l'intérieur d'elle. Je ressens le besoin, la nécessité de baiser ce corps plein de péchés. L'âme violée de cette pute reposera dans la luxure démoniaque. » La tentative des avocats de la défense de rejeter la responsabilité de ce crime odieux sur les paroles de Slayer ne fonctionnera pas. Les auteurs ayant été considérés comme pleinement responsables de leurs actes et condamnés en conséquence. Mais cet argumentaire autour des paroles de Slayer va trouver écho auprès des parents d'Elise, qui vont même se décider en 1996 à poursuivre en justice le groupe Slayer, avançant que 2 autres morceaux du groupe, Postmortem et Dead Skin Mask, auraient fourni des instructions détaillées aux 3 jeunes, les poussant à traquer et
tuer ainsi que commettre des actes d'abus post-mortem sur le corps de leur fille Elise Paller. Ils réclament des indemnités financières, mais cherchent également à ce que des lois soient promulguées afin que ce ne soit plus possible de faire du marketing autour de la violence. En 2001, les poursuites contre le groupe sont abandonnées. Le juge dira que certes, les paroles de certaines chansons du groupe Slayer sont répugnantes et révoltantes, mais qu'elles ne contiennent pas d'injonction directe à commettre les actes qui ont été infligés à Elise Paller. Le couple Paller va de nouveau poursuivre Slayer en justice, estimant que le groupe a volontairement mis entre les mains de mineurs du contenu qui pouvait être dangereux pour eux. Mais encore une fois, ils vont être déboutés, le juge estimant que la musique de Slayer n'est pas illégale, qu'elle n'est pas non plus directement dangereuse pour les mineurs, et surtout qu'elle est protégée par le premier amendement, celui qui vise à préserver la liberté d'expression. D'ailleurs, le mobile sataniste ne sera pas vraiment formellement établi et les auteurs vont même parfois le remettre en cause. Comme Jacob, par exemple, qui ira jusqu'à dire « Oui, la musique de Slayer est destructrice, mais ce n'est pas ce qui a provoqué le meurtre d'Elise. Elle a été tuée parce que Joseph, était obsédé par elle et obsédé par l'idée de la tuer. » En mars 2020, Royce Casey, qui a alors 43 ans, voit sa demande de remise en liberté conditionnelle approuvée. Il est un détenu modèle depuis 20 ans, il a passé des diplômes en psychologie et en sociologie et donne tous les gages d'une bonne réinsertion. Le père d'Elise a même exprimé son approbation quant à la potentielle libération de Royce, estimant qu'il n'était plus dangereux. Royce Casey éprouve en effet de très grands remords quant à son acte et a depuis longtemps cessé de rejeter la faute sur ses complices ou sur la musique. Cependant, le comté de Saint-Louis va s'opposer à cette libération, estimant que Royce Casey ne s'est jamais vraiment expliqué sur son passage à l'acte. La demande de remise en liberté conditionnelle est donc finalement rejetée et il ne pourra en faire une nouvelle qu'en 2024. Fiorella et De La Schmut sont également tous deux en prison, tous dans des centres correctionnels séparés, et toutes leurs demandes de remise en liberté ont été rejetées. Les parents d'Elise, eux, ne se sont jamais remis de la perte de leur fille, comme vous pouvez vous en douter. Ils ont déménagé, ne supportant plus de vivre à quelques centaines de mètres seulement de là où a reposé le corps de leur fille pendant des mois. Ils ont créé une fondation portant le nom d'Elise, visant à retrouver les enfants disparus. David et Lisanne souffrent tous les deux d'une sorte de stress post-traumatique dû à la perte brutale et atroce d'Elise, et ils ont rencontré de très grandes difficultés pour élever leurs autres enfants. Parce qu'évidemment, ce drame les a rendus extrêmement méfiants, voire paranoïaques, quant aux fréquentations de leurs enfants et également quant à la musique qu'ils écoutaient. J'ai fini de vous raconter l'affaire Elise Paller. C'était franchement pas facile à raconter, il y avait des choses que j'aurais préféré ne pas avoir à dire, mais je me dis que c'est toujours mieux quand même d'être le plus complet possible. J'espère que la manière dont j'ai raconté vous a convenu et que l'affaire vous a intéressé. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre le pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je serais très curieuse que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de la défense des trois accusés, des trois auteurs. Blâmer les contenus culturels comme ça, en l'occurrence la musique métal et Slayer. Est-ce que vous pensez qu'en effet c'est possible qu'à cause de paroles aussi dégueulasses, parce qu'on va reconnaître, les paroles sont assez dégueulasses, mais est-ce que vous pensez que des paroles comme ça peuvent réellement provoquer un passage à l'acte? Ou bien est-ce que, comme moi, vous pensez qu'il faut quand même avoir un pet au casque de base et que quelqu'un qui n'est pas destiné à passer à l'acte ne va pas le faire uniquement parce qu'il a vu un film d'horreur ou écouté une chanson avec des paroles macabres? Ça ne suffit pas. Moi, c'est ce que je pense en tout cas, et je ne suis jamais pour blâmer la musique ou les jeux vidéo ou les films. Pour moi, c'est vraiment pas la solution et ça mènerait nulle part, puisque censurer comme ça, à tort et à travers, où est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on doit censurer? Qu'est-ce qu'on doit pas censurer? Et puis surtout, les gens déterminés à consommer du contenu illégal le feront de toute façon. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez me donner le vôtre en commentaire. Et je sais pas si vous avez remarqué,
mes nouveaux sons. Pareil, j'ai trop envie de savoir si c'est mieux, ce que vous en pensez et tout. Donc, pareil, commentaire, dites-moi. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!